sommet de ce journal, au Nigeria, les 89 chrétiens enlevés dans le nord du pays ont été libérés. En Libye, l'assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi relance les interrogations sur l'avenir politique et sécuritaire du pays. Et puis, au Moyen-Orient, l'Iran et les États-Unis entament des discussions à Oman pour tenter d'apaiser les tensions. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Démarrons par le Nigeria où les 89 derniers chrétiens retenus captifs depuis des attaques menées contre 3 églises dans le nord du pays à la mi-janvier ont été libérés jeudi. Ces enlèvements avaient été attribués à des gangs criminels. La situation sécuritaire reste préoccupante dans le nord du Nigeria, un contexte suivi de près en Afrique de l'Ouest. Suivons ensemble. Les 89 derniers chrétiens retenus captifs depuis que des gangs criminels ont attaqué 3 églises dans le nord du Nigeria à la mi-janvier ont été libérés ce jeudi. Les fidèles, vêtus de jaune, sont arrivés dans un bus escorté par les forces de sécurité et ont été accueillis par le gouverneur de l'État de Kaduna, Uba Sani. Je suis heureux d'annoncer qu'ils ont tous été déclarés aptes sur le plan médical, qu'ils sont tous rentrés chez eux et qu'ils se trouvent actuellement à leur domicile. Parmi les 172 personnes, comme vous le savez, environ 83 sont rentrées il y a 3 jours et 89 ont été secourus hier ou tôt ce matin. L'enlèvement a eu lieu le 18 janvier en pleine messe dominicale dans le village de Kourmanwali, situé dans le district à majorité chrétienne de Kadjouro. Les circonstances de leur libération n'ont pas été dévoilées. Le paiement de rançon est illégal au Nigeria, mais le gouvernement est soupçonné d'y avoir régulièrement recours. Dans un contexte politique sécuritaire déjà fragile, la Libye a été marquée par l'assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant libyen Muammar Kadhafi. Tué lors d'une opération menée par un commando armé, cet assassinat relance les interrogations sur l'avenir politique du pays, mais aussi sur les équilibres sécuritaires dans un pays toujours divisé. Pour mieux comprendre les enjeux et les conséquences possibles de cette disparition, au micro de Diane Kouagou et Anno Boyon, nous vous proposons de suivre les analyses du consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Son assassinat ou sa mort, puis c'est un assassinat, puisque les gens il s'agit bel et bien d'un assassinat parce que les gens se sont portés vers lui, vers son domicile, pour le tuer, aussi clair que ça. Donc il y a eu un petit combat. Donc ça pose le problème de la sécurité en Libye, mais dans la sous-région. Mais ça montre simplement qu'il dérange
En réalité, son assassinat doit pouvoir arranger non seulement les commanditaires, qui peuvent provenir les commanditaires qui peuvent provenir des différents groupes possibles. Il y a le général lui-même, Haftar, mais il y a les autres groupes qui sont, et notamment le principal groupe, le nom m'échappe, mais qui sont en conflit de leadership, de contrôle et de petits groupes et régionaux également. Alors, on sait que Islam, son retour peut être aussi le début d'un regroupement des forces que son père avait réussi à maîtriser et à gérer. C'est vrai, il n'en a peut-être pas la poigne, il n'a pas encore démontré quelque chose de particulier, mais il porte Kadhafi. Et donc, du coup, rien que ça peut être quelque chose qui inquiète les groupes qui sont déjà sur place et qui se battent et se débattent pour le contrôle du pays, des richesses, de pouvoir et autres. Et donc, voilà un peu. Alors, à qui profite ce crime? Ce crime profite pratiquement à tous les groupes au pouvoir en place de Haftar, au groupe rebelle principal, ça m'échappe là le nom, et justement aux petits groupes ethnico-régionaux qui se battent pour contrôler une partie du pays. Tout ce monde possible peut profiter de son assassinat. Mais ça pose quand même le problème de la sécurité dans cette région depuis la mort de Kadhafi, et surtout, c'est pas qu'en Libye. Ça montre le degré de sécurité. Avant sa mort, il y a eu un autre attentat il y a quelques jours qui a tué un principal responsable. Il y en a eu encore. Bon, donc, le pays n'est pas stable. La région, je ne sais même pas pourquoi lui-même a pu entrer comme ça sans s'assurer d'un minimum de sécurité. En Égypte, l'inflation globale devrait reculer à 11,7% au mois de janvier contre 12,3% en décembre. Cette évolution est suivie avec attention sur le continent africain, alors que le coût de la vie reste une préoccupation majeure pour les ménages. Suivons plutôt. En Égypte, l'inflation globale devrait baisser à 11,7% pour le mois de janvier, contre 12,3% en décembre 2025. Une tendance qui, selon les experts, s'explique en partie par un effet de base favorable et la baisse des prix des denrées alimentaires. À cela s'ajoute un renforcement de la livre ainsi qu'un ralentissement de l'inflation sur les transports. En septembre 2023, l'inflation annuelle a atteint un taux historique de 38%. Elle a depuis chuté grâce notamment à un plan de soutien financier estimé à 8 milliards de dollars signé avec le FMI en mars 2024. En mai 2025, le taux d'inflation annuel en Égypte était de 14,9%. Malgré des baisses significatives, le taux d'inflation demeure élevé, alors que le pays tente depuis plusieurs années de contenir la flambée des prix. Une situation qui impacte le quotidien des habitants, entre hausse des prix des denrées alimentaires et des loyers entre autres. Entre 2021 et 2023, les prix du riz, du sucre, des pâtes et du lait avaient quasiment doublé, tandis que l'huile de tournesol ou encore les tomates avaient triplé. En 2019, 30% de la population estimée à 106 millions d'habitants. Une flottille civile internationale de plus de 100 hectares se rendra à Gaza au mois de mars pour acheminer de l'aide humanitaire dans un contexte toujours dégradé. Suivons ensemble. Les organisateurs d'une flottille internationale de bateaux transportant de l'aide humanitaire à Gaza ont annoncé jeudi leur intention de mener une nouvelle mission avec plus de 100 bateaux en mars. Les militants ont décrit la prochaine mission comme la plus grande mobilisation civile contre les actions d'Israël à Gaza. Nous sommes ici pour annoncer que nous allons naviguer avec cette fois-ci des milliers de participants, dont plus de 1000 médecins, infirmières, professionnels de santé, plus de 100 bateaux, et nous invitons par la présence des participants de toutes les nations, de tous les pays. Le départ se fera à Barcelone, comme lors du départ historique initial, puis en Tunisie, en Italie et dans d'autres ports méditerranéens. L'annonce a été faite à la Fondation Nelson Mandela en Afrique du Sud et parmi les orateurs figurait Mandla Mandela, petit-fils de l'ancien président sud-africain. Nous voulons donc appeler tous les membres du Parlement qui soutiennent la cause palestinienne à se joindre à nous
Et nous appelons notre président, son Excellence Cyril Ramaphosa, à mettre en œuvre ce qui a été adopté par notre Parlement national, à savoir expulser l'ambassadeur israélien et fermer l'ambassade. Tel a été l'appel de notre Parlement. Les Nations Unies ont déclaré que des centaines de milliers de palettes de fournitures humanitaires ont été déchargées et collectées à divers points de passage vers Gaza depuis l'annonce du cessez-le-feu en octobre. Mandla Mandela faisait partie de la flottille qui s'était embarquée pour une mission à Gaza l'année dernière et a été détenue avec d'autres militants lorsque leur bateau a été intercepté avant qu'ils ne puissent atteindre les côtes de Gaza. Après 2 semaines de tensions et de menaces réciproques, l'Iran et les États-Unis vont mener ce vendredi des négociations sur le programme nucléaire iranien à Oman. Cette rencontre vise à apaiser les relations entre les deux pays dans une région stratégique pour l'équilibre international. Image à suivre. Après 2 semaines de tensions et de menaces réciproques, l'Iran et les États-Unis vont mener ce vendredi des négociations sur la question du programme nucléaire iranien. C'est à Oman que les représentants des deux pays vont se rencontrer. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, est arrivé dans la nuit, accompagné de plusieurs diplomates. L'objectif est d'apaiser les tensions, alors que Donald Trump a multiplié les menaces contre Téhéran, qui de son côté s'est dit prêt à se défendre en cas d'attaque américaine. Les États-Unis ont récemment déployé le porte-avions Abraham Lincoln ainsi que d'autres avions de guerre dans la région. En juin dernier, les États-Unis ont bombardé des sites nucléaires iraniens pendant la guerre des 12 jours, détruisant de nombreuses infrastructures destinées à la fabrication d'armes nucléaires. Et puis nous bouclons pas cette actualité. En Europe, les discussions entre Washington et Téhéran sur le nucléaire iranien figurent parmi les principaux sujets de l'actualité. Le programme Europe Today, diffusé depuis Bruxelles, consacre une large place à ces échanges diplomatiques. Plus de détails dans cet élément. They do have 90% of all of the nuclear weapons in the world. This is the scale of the situation we are now talking about. Now, the latest one actually expired in 2021, but there was an automatic extension till February 2026, and the sides were kind of mentioning the possibility of extending it, but not yet. Now, both have certain demands, and at the same time, what we've heard from Moscow ever since specifically its full-scale invasion of Ukraine is numerous threats to use its nuclear weapons, both against Ukraine and against the West. Moscow also actually changed its nuclear doctrine, making it easier to go into nuclear weapons. This time, this is what Dmitry Peskov, the press person of the Kremlin, had to say regarding the possible extension. He said that we view this negatively, the expiration, and express our regret. Our initiative to maintain the nuclear arms control limits for another year, even after the treaty expires, has also remained unanswered. Now, it did not really remain unanswered, Maeve. The United States and the Donald Trump administration responded to that, except they do have certain demands. Now, let's take a listen to the U.S. Secretary of State, Marco Rubio. The president's been clear in the past that in order to have true arms control in the 21st century, it's impossible to do something that doesn't include China because of their vast and rapidly growing stockpile. China's nuclear forces are not at all on the same scale as those of the US and Russia, and thus, China will not participate in nuclear disarmament negotiations at the current stage. Russia has suggested that the two sides continue to observe the core limits of the treaty. China calls for the US to respond positively, handle follow-up arrangements of the treaty in a responsible manner, and resume strategic stability dialogue with Russia at an early date. Indeed, China has around 600 warheads, Maeve. This compares to over 5,000 that the US and Russia have each of those countries. And yet, China's been growing massively, adding over 100 warheads each year to its nuclear arsenal. So there are reasons for concern there, and this is the strategy from the United States. Indeed, reasons for concern, Sasha. And where does that leave the nuclear arms race then? Well, this race has been on already for a while. Both the United States, Russia and China, as we just discussed now, they've been investing heavily in modernizing their nuclear arsenal. Now, the difference here is that Russia's been more vocal about it. Now, in November 24 and then in January 26, Russia actually used its conventional version of Oreshnik intermediate-range ballistic missile and also tested what it called the Doomsday's weapon, the Poseidon nuclear-powered and possibly nuclear-carrying drone, publicly speaking about it to the world. Okay, Sasha.
Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.